des gens attirés par lui. Toujours dans le cadre de cette influence humaine sur le paysage, dans l'actualité, on parle beaucoup de ce qui se passe à partir du Pariou sur des propriétaires qui se considèrent comme vraiment propriétaires de leur bois ou de leurs morceaux de volcan, oui, et qui ne souhaitent pas plutôt que ces morceaux de volcan qui leur appartiennent soient abîmés par une fréquentation touristique trop forte. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez... qui est difficile à entendre, parce que c'est quand même c'est une association de propriétaires qui est quand même assez puissante, qui fait parler d'elle. Et comment tu entends ça? Comment tu vois ça? Et comment tu vois cette évolution possible? Alors, c'est une question très complexe, parce que ces propriétaires, donc en fait, ils possèdent en indivision la plupart des volcans. Donc chaque gros volcan, les plus connus, le Puy de Dôme, le Pariou, le Puy de la Vache, le Puy de la Sola, qu'est-ce qu'il y a, Louchadière, j'en oublie, oui, enfin la plupart, chacun est en fait une indivision d'une centaine de propriétaires. Et donc ça, c'est un héritage du Moyen-Âge. C'est parce qu'en fait, au Moyen-Âge, au XIIe siècle, la comtesse de Montferrand, qu'on appelait la comtesse Braillère, oui, qui avait la réputation de manger les petits-enfants, pour se faire pardonner, soi-disant, a donné à tous les habitants de tous les villages limitrophes la libre jouissance de toute la chaîne des puits. En gros, elle leur en a donné pour, je pense, 50 000 hectares. Et ce qui était impensable, parce qu'on est au XIIe siècle, c'est au cœur de la féodalité, et à cette époque-là, que des terres puissent être sans seigneur était quelque chose de vraiment exceptionnel. Oui. Et donc, les habitants se sont retrouvés comme ça, propriétaires, donc eux et leurs descendants, de l'usage de ces terrains, en particulier pour le pâturage, l'exploitation du bois, l'exploitation de la pierre. C'est pas de cette époque que date le... Ah non, c'est après. Ça vient après, mais c'est lié à cette histoire. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, à la guerre de 100 ans, 90% de la population disparaît. Donc les seigneurs étaient très embêtés parce qu'ils n'avaient plus personne pour s'occuper de leur tenure, des terres dont ils étaient les seigneurs. Ouais. Et donc ils n'avaient pas d'impôts à payer et à prélever. Donc pas d'impôts à prélever, pas de sous. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme la guerre de 100 ans s'est arrêtée très vite dans la chaîne des Puys, parce que en 1404, je crois, le duc de Berry a pris d'assaut le château de Roche-Vendée, qui était au-dessus de la Bourboule, qui était le fief des abominables anglais. Et donc, il les a pendus haut et court. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de brigands dans les bois. Et donc, la région était calme. Et comme tout autour, la région était très agitée, qu'est-ce qui s'est passé? Les seigneurs ont fait revenir des habitants, en leur disant, si vous revenez vous occuper de nos terres, nous vous confirmons la donation de la comtesse de Montferrand. Vous aurez des droits sur les terrains, sur les puits, sur les coulées. Et donc, ça s'est repeuplé très très vite. Et à partir de là, tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes, parce que les seigneurs récupéraient leurs impôts, et les habitants avaient des conditions un peu moins dures qu'ailleurs. Et puis, au cours des siècles, on a un peu oublié ça, et les seigneurs trouvaient quand même assez indécent qu'il puisse y avoir tous ces milliers d'hectares qui leur échappaient. Et donc, ils ont commencé à essayer de les récupérer, alors soit en les achetant, soit par la force, soit par la ruse. Alors, il y en a un exemple très intéressant justement au Puy-de-Côme, où le Puy-de-Côme, il se trouve qu'il y avait un domaine de religieux, des moines de Saint-Alyre, au pied du Puy-de-Côme. Et ces moines ont revendiqué l'utilisation de ces terrains. Et les villageois ont dit, non, c'est à nous, on a le titre de propriété de la comtesse, machin. Et donc le moine a dit, écoutez, pour discuter, nous ne sommes pas d'accord, nous allons donc nous retrouver sur le terrain pour regarder les bornes avec les papiers. Et donc voilà les villageois qui vont sur le terrain au pied du Puy-de-Côme, et le moine responsable du domaine sur son cheval, qui commence à discuter, qui leur dit « Mais je ne vois pas bien vos papiers, montrez-les-moi de plus près. » Donc les paysans tendent les papiers au moine, qui les prend et qui sauve au galop. Et donc ils récupèrent comme ça le Puy-de-Côme. Et donc ils construisent un domaine ici, avec une chapelle qui sera... Il était astucieux ton moine, hein? Ah, il était astucieux, oui. Mais là où c'est rigolo, c'est qu'à la Révolution, nationalisation des biens du clergé et vente des biens nationaux. Et à ce moment-là, donc le Puy-de-Côme est vendu aux biens nationaux à Riom, et les habitants du village, ils viennent dire que, justement, c'est comme ça qu'on le sait, que longtemps, par le passé, un moine leur a piqué les papiers. Et donc, ils n'ont pas gain de cause. Et donc, ils se regroupent
ils font acheter le puits de Côme par un marchand de bois qui coupe tout et qui leur rétrocède le terrain nu. Voilà. Et donc la partie sud reste en pâturage, et celle-là elle est en indivision, parce que les gens, comme ils exploitaient en commun, elle reste en indivision. Et la partie boisée, du côté nord et du côté ouest, celle-là, les arbres repoussent, et donc chacun découpe une bande qui donne ce parcellaire laniéré qui permettait à chacun de disposer d'un accès au chemin, puisque le chemin fait une spirale tout autour, et d'avoir des bois de toutes les qualités, depuis le haut jusqu'en bas. Alors que s'ils avaient coupé dans l'autre sens, il y aurait eu ceux du haut et ceux du bas. Donc c'était beaucoup plus équitable. Alors pour revenir aux gens... Donc les gens du Pariou, c'est la même chose. Donc des terrains, alors eux, c'est pas Saint-Alyre, ça doit être Saint-André, je crois, le chapitre de Saint-André. C'est pas le chapitre, non, c'est le chapitre cathédrale, je sais plus, enfin une des communautés religieuses. Et donc ils le récupèrent comme bien national à la Révolution. Et donc c'est un bien qu'ils vont gérer avec un troupeau commun. Parce que ce qui se trouve, c'est que la plupart des puits avaient été d'une manière ou d'une autre récupérés par les seigneurs, mais la base des puits, elle était souvent restée la propriété des villageois. Et donc ça, à la Révolution, c'est devenu les sectionaux. Et sur les sectionaux et sur les indivis, il y avait des troupeaux de village. Donc avec la maison du berger. Voilà, avec la maison du berger, la roulotte et tout ça. Et donc les propriétaires du Pariou sont les héritiers de ces familles. Et donc, quand ils disent qu'ils ne veulent pas en fait de touristes, c'est pas qu'ils ne veulent pas de touristes, c'est qu'ils ne veulent pas que des gens puissent se faire de l'argent sur leur dos. Or, comme il y a des groupes qui viennent et que pour aller sur ces sites, il faut un accompagnateur, eux, ils ont considéré qu'en fait, l'accompagnateur faisait fortune sur leur dos. Ce qui est une vision de l'esprit, parce que l'accompagnateur, si les accompagnateurs faisaient fortune, ça se saurait et on les verrait pas, on les verrait avec des gros 4x4. Or, on les voit plutôt avec des petites voitures pourries. Et puis en plus, c'est plutôt des gars qui aiment marcher. Donc, enfin. Bon, globalement, il y a un peu de la mise en scène. Hein. Oui, un peu de mise en scène, mais il faut bien voir que pendant des décennies, des siècles, les communautés villageoises se sont battues contre l'autorité pour défendre la propriété de ce bien. Et donc, ils y sont très attachés. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, et les gens y sont très attachés. Alors, on peut considérer ça comme archaïque, comme pitoyable, comme tout ce qu'on veut. Moi, je dirais surtout pas mettre de jugement là-dedans, parce que certes, c'est étrange, certes c'est hérité du Moyen-Âge, mais d'un autre côté, on a des gens qui sont attentifs. Et, qui connaissent cette histoire. Ils ont été spoliés plusieurs fois. Voilà. Et donc on a affaire à des gens pour lesquels le puits de Pariou représente plus que ce qu'il est. Voilà. Mais à l'inverse, moi je trouve que c'est intéressant parce que ces gens, étant attachés à leur territoire, peuvent en devenir les gardiens, peuvent en devenir les promoteurs. Et c'est tout l'enjeu du dossier de l'UNESCO, sur lequel, dans ce dossier, il y a le conseil départemental, il y a aussi le parc des volcans, et la responsable du projet, Christine Montaulois, au parc des volcans, fait un travail formidable pour justement contractualiser avec les propriétaires, pour trouver un terrain d'entente, puis les services du conseil départemental aussi. Enfin, il y a un dialogue qui s'instaure, qui n'est pas toujours facile, mais qui préfigure ce qui sera le mode de gestion de ce site quand il sera inscrit au patrimoine mondial. C'est-à-dire pas une mise sous cloche, mais un vrai dialogue avec les populations et les collectivités locales. Donc, de toute façon, à permettre une fréquentation, oui, mais, même si elle est un petit peu surveillée. Mais l'idée, c'est de dire, effectivement, le puits de Pariou n'est pas capable de supporter 500 000 visiteurs. Voilà, c'est pas le cas. Donc, avec l'aide de la fondation, puisqu'il s'est créé une fondation sous l'égide de toutes les grosses entreprises concernées par la candidature, dans lequel il y a Limagrin, Michelin, j'en pense, je m'excuse auprès d'eux pour les oublier, enfin il y en a 7 membres fondateurs qui mettent de l'argent chaque année pour encourager à la gestion du site dans le cadre du plan de gestion. Et une des premières actions qu'ils ont faites, ça a été de financer des systèmes de comptage des visiteurs qui vont permettre, donc c'est des petites cellules bien planquées qu'on ne voit pas, et qui permettent de compter en temps réel. Et donc, il va permettre d'avoir une mesure objective, parce qu'il s'est tout dit sur... il y en a... exagération. Voilà, mais, ou à l'inverse, ou de dire non, mais il n'y en a pas plus de 1000, ou il y en a 1 million. On est à 70 000. Donc déjà, c'est rassurant. 70 000, c'est beaucoup, mais ce n'est pas énorme quand on regarde avec la plupart des... risque d'en apporter un peu plus. Oui, mais ce qu'on observe, c'est que la plupart des UNESCO sont des gens qui sont attentifs au site. Parce qu'en fait, les problèmes de fréquentation sont rarement le fait des touristes. Ils sont souvent le fait des locaux.
Et comment tu fais la différence? Comment une cellule fait la différence? La cellule, elle ne fait pas la différence, mais la cellule, elle sait à quelle heure et quel jour est passé qui. Enfin, est passé quelqu'un. Ça fait un bip. Et donc, on voit les pics. Or, les pics sont le week-end. Le dimanche, les pics, le mois d'août. Eh ben, il y en a le mois d'août, mais on a un pic tous les dimanches après-midi où il fait beau. Et donc tu sais que c'est pas du tourisme, c'est du loisir. C'est du local. C'est du loisir. C'est du local. Et moi je me rappelle, il y a 2 ans, on faisait un tournage justement pour la candidature, quand on a passé le premier cap de l'inscription, du dépôt du dossier par la France. Et on était au Puy du Traversin, donc au pied du Pariou, avec le président de la coopérative d'Estive, le troupeau. Et l'équipe de télé lui demandait qu'est-ce qu'il avait comme problème. Il dit on a des problèmes avec certains visiteurs. Et là, pareil, la journaliste lui dit les touristes. Il dit non, pas les touristes, plutôt des visiteurs locaux. Et à ce moment-là, on voit arriver, c'était au mois d'octobre, 25 octobre, on voit arriver 10 VTT fluo, couvert de boue. Et donc le président du groupement pastoral leur dit écoutez messieurs, s'il vous plaît, les brebis sont au milieu du chemin. Est-ce que vous pouvez contourner les brebis parce que sinon ça va les couper en deux et je vais les ramasser dans les noisiers, ça va être infernal. Et il se retourne, il continue son interview et à ce moment-là, on voit les gars qui se consultent et hop, qui coupent au milieu des brebis. Ah ouais. Et donc la journaliste dit aux caméras filme, c'est pas possible, j'y crois pas. et donc c'était pas les touristes. Non, et le président dit aux gars mais écoutez, qu'est-ce que je vous ai dit? Et l'autre lui fait un doigt d'honneur. Ah ouais, carrément. Voilà. Et donc, il y a de l'agressivité aussi. Et là, en plus, il nous a dit, il se trouve que ces gens-là, je les connais, ils sont d'Orsine. C'est pas vrai. Donc, il ne faut pas jeter la pierre. Non. Il ne faut pas jeter la pierre. On peut trouver toutes les attitudes. Voilà, mais c'est pour dire que du coup, quand on a une attitude comme celle-là, la fois d'après, les gens sont crispés. Alors, ceux qui se sont fait... Parce que les suivants qui passent... Ils peuvent être très bien. Ils peuvent être très bien, mais ils vont peut-être être reçus de façon moins amicale. Du genre, ouais, qu'est-ce que vous foutez là, par exemple. Ou, à l'inverse, celui qui s'est fait rembarrer va pouvoir dire, mais qu'est-ce que c'est pour qu'ils se prennent, la terre est à tout le monde, voilà. Et donc, il y a un gros travail de communication, d'explication, d'expliquer aux gens que les gens ne comprennent pas que quand on passe au milieu d'un troupeau, ça le coupe en deux, et que c'est un vrai travail pour rassembler le troupeau. Il y a 2200 brebis quand même. Hein. Ouais. Et donc, on est content que le projecteur participe justement à faire connaître ces contraintes légères pour quelqu'un qui va se promener sur les volcans. Et faire connaître un peu ce qu'on peut dire aux gens, c'est que c'est un espace qui est fait pour être visité. Justement, tout l'enjeu du projet de l'UNESCO, c'est qu'il puisse être mis à disposition des gens. Simplement, cette mise à disposition, elle impose un minimum d'attention. Et donc, dans les attentions, faut bien avoir en tête que si on peut voir les volcans aujourd'hui, c'est grâce aux brebis. Et s'il y a des brebis, c'est grâce aux éleveurs. Et s'il y a des éleveurs, ils sont liés au système traditionnel qu'il y avait, qui est l'héritage de cette comtesse de Montferrand. Parce que dans les années 60, il y avait un troupeau collectif, et comme la plupart des agriculteurs étaient aussi ouvriers paysans et qui travaillaient chez Michelin, et qui faisaient les 3-8, grâce au troupeau collectif, ils pouvaient continuer à être agriculteurs, parce que l'été, les animaux étaient gardés par un berger. Voilà. Et ils avaient juste les foins à faire, qui faisaient la semaine où ils ne travaillaient pas du